Bonsoir Jean-Yves Le Drian. Bonsoir. Ancien ministre des Affaires étrangères et de l'Europe, je vous accueille avec Ulysse Gosset. Merci beaucoup de prendre la parole ce soir en direct sur BFM TV. On vient de le voir, les troupes israéliennes encerclent Gaza City et poursuivent leurs objectifs d'éliminer tous les membres du Hamas. Cet objectif de détruire le Hamas est-il réalisable et nécessaire, Jean-Yves Le Drian? Il faut d'abord se revenir au 7 octobre, parce que nous sommes à un mois, et comprendre le traumatisme qu'a produit cette barbarie sur l'ensemble de la population israélienne. J'avais eu l'occasion d'écrire à un moment donné que, toute proportion gardée, si on faisait les comparaisons avec le poids démographique et avec le nombre de victimes, c'était comme si en France, il y avait eu le même soir 100 Bataclan. 100 Bataclan. C'est la même chose. Et donc on peut comprendre qu'il y ait de la part de la population israélienne une angoisse, un effroi devant tant de barbarie qui traumatise une opinion et qui font que cette opinion-là, la population israélienne, avait le sentiment de perdre complètement ses racines, y compris de perdre la possibilité de maintenir un État, puisque l'invulnérabilité d'Israël était remise en cause. Et donc cette angoisse-là nécessitait de la part d'Israël une défense légitime. Donc il fallait riposter. Il fallait riposter. Israël est dans son droit. Il fallait riposter contre le Hamas. Je n'ai pas fini. Il fallait riposter contre le Hamas, éradiquer ces terroristes qui n'ont qu'un seul but, est de liquider l'État d'Israël. Et donc cette légitime défense était nécessaire. Maintenant, elle a avancé. Et donc la question se pose de savoir si bombarder à outrance ne va pas provoquer l'effet inverse. C'est votre Parce avis? que le Hamas, ce n'est pas uniquement une organisation, c'est aussi une idéologie. Et l'autre jour, je lisais un article d'un correspondant qui indiquait que plus on frappait, on ne fabriquait pas des morts, on fabriquait des tueurs de demain. Et c'est ce qu'il faut éviter. Et là, nous sommes, à mon avis, à la charnière. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait, d'une certaine manière, une punition collective, et que des citoyens qui ne sont responsables de rien, qui sont innocents, des Gazaouis, soient les victimes indirectes du terrorisme de Hamas. Et là, il y a des questions qui se posent, parce que l'État d'Israël doit respecter le droit, il le respecte au niveau interne, c'est un pays de droit, il faut aussi qu'il le respecte au niveau externe. Il se trouve que le Hamas annonce aujourd'hui que les bombardements israéliens auraient fait plus de 10 000 morts. Ce chiffre est-il possible? 10 569 exactement. Je ne porte pas de jugement sur ces chiffres, parce que ce sont des chiffres qui sont communiqués par le Hamas, et on sait que le Hamas a une propension à mentir et à trafiquer des chiffres, de faire de la propagande. Et donc, je ne mesure pas l'ampleur des chiffres. Simplement, il y a des victimes civiles en nombre, il y a des enfants victimes en nombre, et il y a un moment où la riposte doit être mesurée et où le droit international dit qu'il faut que la riposte soit proportionnée. Et c'est aux responsables politiques israéliens en particulier de vérifier s'ils sont dans la proportion ou pas. Parce que c'est ça aussi le droit international. Ulysse Gosset. Vous dites légitime défense face à la barbarie, et vous dites exigence du respect du droit. Mais comment fait-on pour éradiquer, entre guillemets, le Hamas, détruire l'organisation, en tout cas militaire, et en même temps, si ces militaires du Hamas, ces terroristes se cachent au sein de la population, qui sont des boucliers civils, comment fait-on pour aller au bout et obtenir les objectifs qui ont été annoncés très clairement par les Israéliens? La tâche est difficile, la tâche militaire est difficile, c'est une action qu'il faut mener avec beaucoup de parcimonie, beaucoup de vigilance, à la fois la détermination, mais du ciblage. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Dans le passé, vous rappeliez tout à l'heure mes responsabilités, j'étais ministre de la Défense au moment des attentats du Bataclan. Nous avons réagi. Parce que ces terroristes-là, c'était des terroristes, venaient de Raqqa, et nous avons ciblé Raqqa. Nous avons frappé. Nous étions en légitime défense. Donc on peut comprendre que les Israéliens soient dans une situation de légitime défense. Mais il faut cibler. Et comment on fait? Moi, je ne suis pas le spécialiste, je ne suis pas membre de l'armée israélienne. Donc c'est aux Israéliens de définir comment ils peuvent agir pour éradiquer le Hamas. Il faut éradiquer le Hamas, parce qu'il n'y aura pas aujourd'hui de négociation possible avec le Hamas, ni de perspective
d'un État palestinien avec le Hamas. Sauf que le Hamas se protège avec la population palestinienne, on le sait, qui par ailleurs a pour une partie d'entre elles de la sympathie pour ce mouvement. Il fait lui-même des crimes de guerre. Et donc à un moment donné, à mon avis, il faut des initiatives qui permettent d'enrayer ce processus qui, s'il se poursuit, peut entraîner un embrasement. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, heureusement, mais s'il y a une aggravation, le risque peut se produire. C'est trop tôt aujourd'hui pour parler de pause humanitaire, comme par exemple le fait le président de la République ou Joe Biden. J'allais le dire, le geste politique. Parce qu'il faut maintenant des gestes politiques. Parce que de toute façon, on sait très bien que cette crise ne se résoudra pas uniquement militairement. Parce que même si le Hamas est complètement éradiqué, il y a une population, il y a 2 millions d'habitants, et il y a le reste de la population palestinienne qui aspire à un État. Et ils ont raison de le faire. Et ils ont raison de le croire. Parce que jusqu'à présent, ils sont enfermés. Eh bien, pour éviter cela, il faut des gestes. Et le principal geste que devrait faire aujourd'hui, à mon avis, Israël, c'est une trêve humanitaire par rapport à une population qui souffre, par rapport à des populations qui ont faim, qui sont victimes des déflagrations, qui sont blessées et qu'il faut permettre de sortir. Et aussi par rapport aux otages. Il y en a 240. Donc l'initiative politique, parce qu'il en faut, ce serait aujourd'hui de dire oui, la trêve. Alors, voir dans quelles conditions. On va revenir sur les otages, Yves Le Drian, si vous le voulez bien. Mais est-ce que l'on peut, d'une façon ou d'une autre, contraindre Israël et M. Netanyahou à une trêve humanitaire, une pause, voire un cessez-le-feu, comme vous l'appelez de vos voeux? Il n'y a pas de contrainte possible de la communauté internationale, parce que le droit existe. C'est à Israël d'en prendre la mesure et de l'appliquer. Il peut y avoir de la pression, y compris des amis d'Israël, dont nous sommes, pour dire le moment est venu peut-être de s'interroger. Quels étaient vos objectifs? Quels sont vos objectifs? Éradiquer le Hamas, vous en êtes où? Quels sont vos objectifs? Faire en sorte que la population israélienne ait confiance de nouveau dans l'armée israélienne, dans la capacité des autorités israéliennes à assurer la protection de ce pays. Où en êtes-vous? Est-ce que le Premier ministre israélien Netanyahou peut entendre ce discours? Et puis il y a une troisième raison. Je dis il y a 3 raisons, il y en a même 4, pour engager un processus de trêve. Il y a aussi le fait que Israël avait besoin de réaffirmer sa force militaire, montrer que les incidents graves et les actes de barbarie qui ont été commis n'étaient pas inéluctables et que l'armée israélienne est aujourd'hui en situation de pouvoir assurer la sécurité des Israéliens. Je crois que c'est en train de se démontrer. Bon, et puis en plus, les otages. Donc, faisons une trêve. Parce qu'à un moment donné, il faut bien une fin. Et il faut bien savoir ce qu'il adviendra de Gaza. Faisons une trêve, c'est pas un cessez-le-feu, une trêve. Une trêve, c'est on arrête de chaque côté. 40 Français ont perdu la vie dans l'attaque terroriste du 7 octobre et 8 sont toujours portés disparus. Oui. Y a-t-il, à votre connaissance, des preuves de vie de nos compatriotes disparus? Monsieur Calvi, j'ai été 10 ans en responsabilité, je n'ai jamais parlé d'otages nulle part. Parce qu'à chaque fois qu'on parlait d'otages, on mettait en jeu la vie de ces otages. On les met en danger en en parlant? Donc je ne suis plus en responsabilité, je ne sais pas, et donc je n'en parle pas. Mais le Hamas en parle. Le Hamas en parle et il dit « Nous proposons une trêve de 3 jours en échange de la libération de 12 otages, dont 6 Américains. » C'est le texte exact. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils essayent de diviser les différents partenaires d'Israël, mais ça veut dire aussi qu'il y a 240 otages. Et donc, le discours a un peu changé, puisqu'il y a encore quelques jours, le Hamas disait « j'échange une trêve contre les otages, 240. Aujourd'hui, c'est 6 ou 12. Donc, on n'est pas dans le... Donc, cette négociation d'aujourd'hui, elle ne vous paraît ni possible, ni acceptable, ni nécessaire? Cette négociation-là n'est pas possible telle qu'elle est là aujourd'hui. Par contre, un acte politique fort de la part d'Israël me paraîtrait tout à fait opportun. Est-ce que le Qatar est le bon négociateur, le bon médiateur? Et vous qui les connaissez, vous êtes maintenant l'envoyé spécial du président pour le Liban, mais vous êtes allé au Qatar, en Arabie Saoudite, à Beyrouth. Est-ce que le Qatar peut arriver à une solution et à la libération des otages? L'intérêt du Qatar, c'est qu'ils parlent avec tout le monde et qu'ils ont conscience d'avoir un rôle important dans la sortie de crise, et en particulier dans le cadre de la libération des otages. Je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent faire. Ils peuvent être un élément important des négociations à venir. Les Égyptiens aussi, d'une autre manière, peut-être moins sur les otages que sur la situation future à Gaza. Mais il faut jouer avec ces pays-là qui sont disponibles pour agir et qui sont, je pense, catastrophés de l'évolution de la situation. Il y a un espoir ce soir pour les otages français et les autres? Je ne vous dis rien. Nos canaux diplomatiques sont-ils affaiblis en ce moment par l'appui très net de la France et du président de la République à Israël? Le président de la République... Notamment avec les pays arabes. Vous comprenez ma question? Le président de la République a eu des positions très claires sur la nécessité d'avoir une stratégie politique permettant la création d'un État palestinien.
et c'est le seul qui se soit rendu dans les pays arabes lors de sa visite en Israël. C'est le seul qui soit allé, avant M. Blinken, voir Mahmoud Abbas et l'autorité palestinienne. Donc il y a une position constante de la France qui est le fait que la sortie de la situation difficile dans laquelle nous sommes et la sortie politique dans le conflit au Proche-Orient, c'est l'existence de deux États. Il faut le dire, même si c'est une perspective à moyen terme, il n'y a pas d'autre perspective. Ça, c'est la version optimiste à moyen ou long terme, monsieur Le Drian. C'est ce que j'ai constaté dans les propositions du président de la République, et y compris dans son initiative de la paix pour tous, avec à la fois la partie politique la paix et la pour partie... tous ressemblait beaucoup à une guerre contre le Hamas. Et la partie humanitaire, non. Le Hamas, il faut être intransigeant. Le Hamas, il faut être intransigeant. Il n'y a pas de négociation possible avec le Hamas. C'est une organisation terroriste. Une coalition militaire contre le Hamas. Par contre, les mots ont un sens. C'était une coalition contre le terrorisme. Donc oui, il faut agir contre le terrorisme. Parce que le terrorisme aujourd'hui prend ses aises, si j'ose dire. Il n'y a pas uniquement que le terrorisme du Hamas. Pour détruire le Hamas comme Daesh, il y a aussi le maintien du terrorisme autour de Daesh, avec des cellules dormantes dans l'Est syrien. Il y a le développement du terrorisme en Afrique, avec l'accroissement de la présence terroriste dans les pays du Sahel. Bref, il y a un ensemble qui se coordonne maintenant, qui devient très préoccupant. Visiblement, vous ne voulez pas me répondre à cette question. Est-ce que le président de la République s'est avancé trop vite en évoquant une coalition militaire contre le Hamas, identique à celle qui a été menée contre Daesh? Le président de la République a dit trois choses. Un, qu'il fallait une coalition contre le terrorisme. Le terrorisme, c'est Daesh, le terrorisme, c'est Hamas, le terrorisme, c'est d'autres acteurs. Oui, il faut. Il a dit, deuxièmement, qu'il fallait une sortie politique, une perspective politique qu'il fallait engager dès à présent pour essayer de sortir de la crise et donner aux Palestiniens une perspective, une stratégie, de quoi espérer. Et puis, il a aussi engagé une politique humanitaire qui va se traduire par la conférence humanitaire de demain. Monsieur le ministre, les Américains ont réagi assez vivement hier à la proposition d'Israël d'assurer la sécurité de Gaza à long terme. Et les Américains ont dit, mais il n'est pas question qu'Israël occupe Gaza. Aujourd'hui, Israël a un peu reculé dans ses déclarations, mais quand même... On est déjà en train de s'interroger, et on a raison de le faire, sur le jour d'après. Oui, justement. Alors, est-ce que vous êtes favorable à ce qu'il y ait, par exemple, une force internationale qui intervienne à Gaza? Comment on fait? Faut d'abord demander aux Israéliens comment eux envisagent la suite. On a eu les déclarations du Premier ministre Netanyahou sur lesquelles les Israéliens sont revenus. On peut imaginer difficilement que Gaza soit extrait des Palestiniens, qui est le déménagement de l'ensemble de la population vers l'Égypte, dont l'Égypte ne veut pas. Bref, il y a un discours à tenir à un moment donné de la part des Israéliens. Dont aucun pays arabe ne veut. Dont aucun pays arabe ne veut. Les Palestiniens, ils sont chez eux, d'une certaine manière. Les Israéliens sont chez eux, les Palestiniens aussi. Oui, absolument. Et donc, il faut trouver une sortie qui permette de dire aux uns et aux autres, vous êtes chez vous, et vous protégez contre les risques et les menaces, y compris contre le terrorisme interne. Mais si Israël n'assure pas la sécurité à Gaza, qui va le faire? Il va bien falloir, à un moment donné, trouver une sortie pour assurer immédiatement après la sécurité, d'abord l'aide humanitaire, y compris dans la sécurité de l'aide humanitaire. Ça sera sans doute un des sujets de demain de la conférence, pour faire en sorte que l'aide humanitaire arrive bien au destinataire, ce qui n'est pas toujours sûr. Et puis dire ensuite comment on a une perspective de moyen terme. Moi, je ne vois pas d'autre solution, et c'est la position de la France, c'est la position des États-Unis, c'est la position des Nations Unies, que deux États vivant côte à côte, dans le respect des frontières et de leur sécurité. Ça sera un long chemin, mais il n'y en a pas d'autre. Parce que j'ai entendu, à un moment donné, de ma responsabilité politique, certains responsables israéliens dire la solution à deux États ne marche pas, elle ne donne pas la sécurité. Mais la solution sans deux États, elle ne donne pas non plus la sécurité, on l'a vu. Donc la bonne solution, c'est de faire en sorte qu'il y ait une marche vers les deux États, ce qui supposera beaucoup de sacrifices et beaucoup d'audace et de courage politique. Donc quand le secrétaire d'État américain Tony Blinken déclare qu'il ne faut pas réoccuper la bande de Gaza, c'est votre analyse aussi? Il a raison. Voilà, il a raison. Oui, bien sûr. Ça serait ajouter une crise dans la crise et à ce moment-là, risquer un embrasement régional. On relève plus de 1000 actes antisémites recensés en un mois dans notre pays. Le président de la République a pris la parole aujourd'hui au Grand Orient de France. On va l'écouter. Et aujourd'hui aussi, l'antisémitisme refait surface, vous l'avez évoqué, dans les mots sur les murs. Il s'affiche sans crainte et sans honte. Et à cet égard, je veux ici être définitif.
La République ne transige pas et ne transigera pas. Et nous serons impitoyables face aux porteurs de haine. Mais derrière cette haine antisémite, il faut voir ce qui s'y trouve aussi. La haine des Juifs, la haine des francs-maçons procèdent du même élan. Ce sont deux préludes, deux prétextes à la haine de la République. Et je le répéterai sans cesse, là où l'antisémitisme entend s'installer, prospèrent avec lui toutes les autres formes de racisme et de haine identitaire, très rapidement. Jean-Yves Le Drian, comprenez-vous l'inquiétude des Juifs de France et même le choix pour des dizaines d'entre eux de quitter notre sol pour habiter dans des pays qu'ils jugent aujourd'hui plus sûrs que notre territoire français? Oui, je comprends cette inquiétude, cette peur qui se manifeste, qui s'est manifestée déjà dans le passé, mais qui aujourd'hui est encore plus importante qu'auparavant en raison des plus de 1000 actes antisémites qui ont été commis en un mois. C'est considérable, c'est un risque, c'est une menace, et il faut absolument qu'il y ait un sursaut républicain pour manifester notre attachement à ce que les Juifs de France puissent vivre en tranquillité et puissent exercer leurs activités professionnelles, leurs activités religieuses comme ils doivent le faire. Et le fait qu'il y ait cette initiative de la présidente de l'Assemblée nationale et du président du Sénat me paraît être une bonne initiative. Il faut un sursaut républicain pour montrer l'attachement que nous avons aux valeurs, l'attachement à la laïcité, l'attachement au droit, et que personne ne doit accepter que des pyromanes viennent fragmenter la société française comme cela. Sauf que ce moment d'union nationale est en train de tourner à la polémique politique dans notre pays. Je rappelle que vous avez participé par le passé à de grandes marches contre le terrorisme ou l'antisémitisme. Souhaitez-vous, à titre personnel, que tous les partis soient effectivement représentés dimanche, y compris, j'insiste, y compris le Rassemblement national et la France insoumise? C'est les partis qui doivent décider eux-mêmes de la participation des partis. Moi, j'observe simplement que l'appel tout à fait juste de la présidente de l'Assemblée nationale et du président du Sénat s'adresse aux citoyens, s'adresse aux républicains, s'adresse à ceux qui sont attachés aux valeurs de notre pays, en disant qu'il faut marquer un sursaut et que tous ceux qui veulent montrer cette volonté collective soient là. Eh bien, chacun fait ses choix, ils viennent. C'est un appel au peuple qui a été fait, c'est pas un appel aux partis. Les partis, ils se décident, c'est leur problème. L'appel de la présidente de l'Assemblée nationale et du président du Sénat est très fort, et je souhaite que cette marche civique de dimanche soit une grande réussite. Mais vous comptez, vous, personnellement, vous y associer? Si je peux, j'irai, bien sûr. Et le premier des citoyens, c'est le président de la République. Est-ce que le président doit y aller aussi? Sachant que sa première ministre a officiellement annoncé qu'elle serait présente, Madame Borne. Oui, je ne sais pas ce qu'il va faire. C'est sa responsabilité. C'est à lui de juger, pas à moi. Le président évoquait récemment les risques de graves incidents si la situation n'était pas bien gérée. À qui s'adressait-il? Ses ministres, aux formations politiques, à lui-même d'une certaine façon? Je précise que c'était une prise de parole chez nos confrères de Brut après un échange avec de jeunes Français. Il évoquait récemment les risques de graves incidents si la situation n'était pas bien gérée, risque d'importation du conflit au sein du pays. Oui, c'est d'ailleurs contre cela aussi qu'a lieu la grande manifestation contre l'antisémitisme. Parce que cette manifestation, elle est à la fois une riposte à l'antisémitisme, mais aussi une valorisation du pacte républicain que nous avons, et aussi une espèce de sursaut collectif que les deux présidents veulent impulser, et ils ont raison de le faire. Il faut que la nation soit unie, soit ferme. Et c'est un moment crucial où il faut le dire. Donc l'ensemble des formations politiques devrait y être présente selon vous, et il n'y a pas de honte à défiler, j'ai envie de vous dire. Vous l'avez déjà vécu, vous, cette union sacrée? Moi, je l'ai déjà vécu en partie au moment après l'attentat de Charlie Hebdo, au mois de janvier 2013. Ça avait été des moments fort émouvants avec une grande solidarité internationale. Là, c'est encore plus grave parce que c'est contre un antisémitisme qui se déploie en France, dans notre pays. Et contre des risques de fragmentation de la société, il faut donc se relever. Et l'appel des deux fondateurs de cette manifestation civique, il est pour tous les citoyens, et non pas pour les partis. Si Madame Le Pen avait été à vos côtés à l'époque, vous auriez trouvé cela normal? Ça dépend sur quel objectif, mais quand je lis l'appel de Madame la présidente, Madame Braun-Pivet, et de Gérard Larcher, il est très clair. Donc, ceux qui viennent à cette manifestation sont d'accord avec l'appel.
c'est-à-dire les valeurs de la République, c'est-à-dire la laïcité. Des élus de gauche aujourd'hui qui viennent, c'est ça l'engagement, c'est tout. Votre origine politique est à gauche et au sein du Parti Ils vont socialiste. venir, une partie de Un certain nombre d'entre eux aujourd'hui refusent la présence de Madame Le Pen et réclament un cordon républicain. Le sujet pour moi, pardonnez-moi, il réclame un cordon républicain. Vous vous rendez compte de la portée de ces mots ? Est-ce que nous sommes d'accord avec le texte de Madame Braun-Pivet, de Monsieur Larcher, pour la République, contre l'antisémitisme et pour les valeurs de la République? Si on est d'accord, on y va. Si on n'est pas d'accord, on n'y va pas. Point. On ne demande pas la carte d'électeur avant d'entrer. Une ancienne collaboratrice du Quai d'Orsay a été filmée en train d'arracher des affiches d'otages du Hamas hier dans Paris, avant de crier d'ailleurs Israël assassin. Connaissez-vous cette femme et traduit-elle des divisions au sein même du ministère dont vous aviez la charge jusqu'à l'an dernier ? Non, je ne connais pas cette personne et j'ai observé que Mme Colonna avait décidé de prendre des mesures assez drastiques à son encontre. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire sur cette personne. On est pro-arabe au Quai d'Orsay ? On est pour les deux États depuis très longtemps, vivant l'un et l'autre en proximité, en respect mutuel, dans la sécurité des frontières. Les deux. L'expression, on dit qu'il y a une rue arabe au Quai d'Orsay. Oui, mais ça, je pense que c'est des commentateurs un peu mal intentionnés. Moi, là, quand j'ai passé mes 5 ans au Quai d'Orsay, mais en plus, quand j'étais à la Défense, j'avais aussi le souci de la situation dans cette région, j'ai senti cette volonté affichée de maintien des deux États, faire en sorte qu'on puisse marcher vers une entité palestinienne reconnue par tous et faire en sorte aussi que les accords d'Oslo puissent être revivifiés. Mais ils sont anciens, mais c'est la base sur laquelle on doit travailler, et c'est comme ça que travaille le Quai d'Orsay à ma connaissance. Et ça n'a pas dû changer depuis un an. Il n'y a pas de rue arabe au Quai d'Orsay. Il n'y a pas un tropisme de nos diplomates qui penchent du côté des pays arabes. Il y a peut-être un tropisme d'autres qui penchent du côté israélien. La vérité, c'est qu'il y a une ligne politique qui est deux États vivant l'un et l'autre en harmonie dans le respect de ses frontières. C'est ce que nous disons aux uns et aux autres. Moi, à chaque fois que je me suis rendu au Proche-Orient, je suis allé à la fois en Israël et à la fois à Ramallah pour dire la même chose. Justement, Monsieur le Ministre, est-ce que vous redoutez aujourd'hui, bon, il y a les risques de l'intériorisation du conflit en France, mais il y a surtout le risque d'un embrasement régional. Oui. Est-ce que vous, ce soir, vous êtes inquiet? On a vu ce discours du chef du Hezbollah, le parti pro-iranien au Liban, qui certes n'a pas appelé à la guerre, mais qui n'a pas non plus appelé à la désescalade. Est-ce qu'on est à la veille d'un conflit régional ou est-ce qu'on peut l'éviter et comment? Pour l'instant, on l'évite, c'est une bonne chose. Ceci dit, pour ma part, à l'heure actuelle, le grand gagnant de l'histoire, c'est l'Iran. Là, en ce moment, je ne sais pas si ça durera, mais parce que l'Iran bénéficie à la fois de la constatation que l'invulnérabilité israélienne est là, est au rendez-vous, donc il n'y a pas une espèce de... n'est plus au rendez-vous, pardon, il n'y a pas une espèce d'inquiétude sur la dissuasion israélienne qui est en partie tombée. Ensuite, parce que la question palestinienne est revenue sur la scène, alors que pendant un certain temps, en particulier avec les accords d'Abraham, on semblait oublier qu'il y avait une question palestinienne et on pensait qu'elle allait se résoudre toute seule. Personne n'en parlait plus. Et puis ensuite, parce que l'Iran a empêché finalement l'accord entre l'Arabie Saoudite et Israël, et c'est sans doute peut-être le point de départ de l'action qui a été menée par le Hamas. Et enfin, il se retrouve comme à la tête de l'ensemble de la logique anti-israélienne, en même temps en apparaissant comme le soutien des Palestiniens, alors que la Palestine, c'est pas le sujet principal de l'Iran. Le sujet principal de l'Iran, c'est l'Occident et Israël. Bref, pour l'instant, l'Iran sort d'une certaine manière assez positivement pour eux de la crise que nous vivons. Et parallèlement à cela, ils n'ont pas l'intention, à ma connaissance, ou pas l'envie, ou pas la volonté, en tout cas ça n'est pas leur intérêt, de déclencher une crise militaire régionale, pour l'instant. Et donc il faut... Pour l'instant ? Je dis, moi, pour l'instant, je constate ce que je connais aujourd'hui. Mais ça veut dire que vous envisagez qu'ils veuillent ou qu'ils puissent le faire ? Je dis simplement que pour l'instant, c'est pas leur intérêt. Et je n'ai pas de signe qui montre que ça pourrait l'être. Par contre, ils peuvent faire jouer les proxys, c'est-à-dire à la fois le Hezbollah, les Houthis, les milices irakiennes. C'est la raison pour laquelle Blinken d'ailleurs s'est arrêté à Bagdad, pour éviter qu'il y ait une contagion à partir des proxys qui pourraient engager des combats parcellaires ouvrir des fronts plus ou moins importants contre Israël. Ça, c'est peut-être l'outil
qu'a l'Iran en main, mais pour l'instant, je ne sens pas une volonté ou un intérêt à engager une crise régionale, sauf si il y avait une aggravation de la situation de la zone de Gaza. D'où j'en reviens, moi, à ma proposition, enfin ce que j'ai indiqué tout à l'heure, le moment est venu pour Israël de montrer un acte politique d'ouverture. Vous croyez que ça fera changer quoi que ce soit chez les Iraniens? Je pense. Ça évitera au moins la déflagration ou l'embrasement. Monsieur le ministre, vous avez été aux armées, à la défense, vous êtes allé au Quai d'Orsay, vous voyagez dans le monde entier, notamment au Proche-Orient. Les Français sont très inquiets. Ils redoutent finalement un conflit généralisé. Qu'est-ce que vous leur dites ce soir? Est-ce qu'ils ont raison d'être inquiets ou est-ce qu'on peut éviter finalement, pas simplement au Proche-Orient? On voit que l'Ukraine, la guerre continue. Poutine est l'un des autres gagnants de cette terrible tragédie d'Israël. Est-ce qu'il faut avoir peur d'une guerre généralisée? Poutine et l'Iran, ça fait beaucoup quand même. Poutine est de saisit l'aubaine. Il est opportuniste. Habilement cynique comme d'habitude, et il saisit l'aubaine parce qu'on ne parle plus de l'Ukraine, et ça lui permet de continuer ses actions militaires, alors que la contre-offensive ukrainienne a eu beaucoup de mal à avancer, et qu'on va passer un nouvel hiver dans des conditions difficiles et dans une situation où finalement la guerre d'Ukraine va finir par devenir une guerre de tranchées. C'est le cas aujourd'hui avec un Poutine qui joue sur l'élection de Trump. Il va lui-même être soumis à des élections au mois de mars, et il joue sur l'élection de Trump. Et il joue sur la fatigue, sur les deux. L'élection de Trump, la fatigue américaine, parce que il faut renouveler des crédits pour l'armée ukrainienne, la fatigue des Occidentaux, d'une manière générale, et il joue là-dessus. Pour l'instant, cette fatigue-là n'est pas au rendez-vous. Et il faut s'en réjouir, parce que l'enjeu ukrainien, il est pour nous tout à fait vital aussi. Mais je comprends la question d'Ulysse Gosset sur le fait que les Français puissent être inquiets, mais il n'y a pas que les Français. Nous sommes dans un monde de la brutalité est extrême, dans un monde où le droit a disparu, dans un monde où c'est la violence qui domine, c'est le rapport de force en permanence, et dans un monde qui n'a plus de régulation. Sauf que, d'une certaine manière, les États-Unis considéraient qu'ils se retiraient des affaires du monde, sont en train d'y revenir. Oui. Et tant mieux d'une certaine manière, parce que la position américaine, à la fois sur la crise ukrainienne et sur la position de Joe Biden sur la crise entre la Palestine et Israël est tout à fait opportune. Mais ça me ramène d'ailleurs à une interrogation de départ. C'est bien Joe Biden qui, dans son premier déplacement, a dit aux Israéliens « ne faites pas comme nous ». Nous, on a été traumatisés par le 11 septembre. Oui. Nous, les Français, on a été traumatisés par le Bataclan. C'est encore bien pire pour Israël. Oui. Mais c'est bien pire parce que ça fait plus d'effets. Ça fait un traumatisme beaucoup plus fort. Et on comprend le droit de riposte. Mais faites attention. Ne laissez pas la rage vous consumer. La formule est forte. Et c'est le moment peut-être pour Israël de poser des actes. Ne commettez pas les mêmes erreurs que nous avons fait après le 11 septembre. Ouais. Merci beaucoup Jean-Yves Le Drian d'avoir pris la parole ce soir sur BFM TV. Merci de nous avoir donné vos éclairages sur la situation au Proche-Orient.